Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau Accès Direct mercredi 10 octobre 2018. Nous sommes ensemble pour 45 minutes de belles découvertes en Savoie-Mont-Blanc. Au programme ce soir, on parlera du don du sang et du don de moelle osseuse avec Laurence Delcroix de l'établissement français du sang. Vincent Poirier sera là pour Dans ma bulle. Et en fin de première partie, zoom sur la rentrée de l'Office de la culture et de l'animation de Bonneville. Tout un programme. Mais avant d'accueillir mes invités, je reçois Fanette Debuisson. Salut Seb. Salut Fanette. Alors on va voir avec toi, on va découvrir les titres du journal qui seront développés à partir de 18h30. On commence avec un nouveau reportage sur la sécheresse et sur le niveau très bas du lac d'Annecy. Voilà, c'est le sujet dont tout le monde parle. Non mais c'est vrai, à Annecy, c'est dingue. Oui. Enfin, et donc effectivement, les images sont dingues. D'ailleurs, on verra des belles images réalisées au drone par François Perrault qui parle d'elle-même. Et donc le lac n'a jamais été aussi bas, en tout cas depuis 70 ans. Donc on est nombreux à n'avoir jamais vu ça. Donc on essaiera de comprendre pourquoi on en est là et comment ça peut évoluer dans les jours à venir. Et puis les travaux du tramway qui desservira Annemasse avancent. Alors oui, il y a les premiers rails qui ont été posés lors d'une cérémonie très officielle hier. Là, ce soir, on va s'intéresser à la question du financement, parce que pour le premier tronçon, donc celui qui relie vraiment Annemasse à Genève, c'est bon, le financement est bouclé. Pour le deuxième tronçon, plus côté Annemasse, c'est plus compliqué. Donc on fera le point entre qui paye finalement. C'est surtout ça le plus important. On enchaîne avec la revue de presse. On commence avec une nouvelle qui devrait peut-être ravir les amateurs de neige, de sport d'hiver, peut-être la fin des ennuis pour la Compagnie du Mont-Blanc et les téléphériques. Alors je ne sais pas si c'est la fin des ennuis, en tout cas on va faire le point parce qu'ils ont eu un été compliqué à la Compagnie du Mont-Blanc. Donc c'est montagnemag.com qui revient sur les suites de l'incident de la gare de Lognan, donc la gare intermédiaire des Grands Montais, et les problèmes de câbles au niveau du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Donc le gestionnaire du téléphérique a annoncé sa volonté de rouvrir partiellement le domaine skiable de Lognan à partir du 17 novembre pour une ouverture totale prévue le 7 décembre. Alors quand je dis total, le deuxième tronçon, le top des Grands Montais, lui, a priori, restera fermé tout l'hiver. Ils sont en train de réfléchir à des alternatives comme le tracé de parcours de ski de randonnée sur ce tronçon-là, donc ce qui peut être une alternative plutôt sympa. Et puis du côté de l'Aiguille du Midi, pareil, beaucoup de problèmes sur le câble tracteur du deuxième tronçon cet été. Donc la Compagnie du Mont-Blanc étudierait un nouveau procédé de tractage fonctionnant avec un seul câble pour éviter le vrillage qui est responsable de ces difficultés. Donc effectivement, c'est un peu ambitieux de parler de fin des ennuis. Voilà, et donc en ligne de mer, là, c'est une réouverture possible au début de l'hiver. Donc doucement mais sûrement. Une belle prise pour les policiers de la sûreté urbaine à Annecy. Voilà, c'est une info publiée sur le compte Twitter de la police nationale. La saisie à Annecy d'un laboratoire de stupéfiants et un réseau d'approvisionnement pour les dealers. On peut le voir sur cette photo. 230 kilos de produits de coupe ont été saisis. Ils servent à la fabrication d'héroïne et 4 trafiquants écroués. Et puis on va parler d'une condamnation du côté des Rouges. Oui, une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque. La Cour d'appel de Chambéry a condamné l'ESF des Arcs 1800 à verser 41 000 € de dommages à 4 moniteurs pour discrimination à l'âge. L'affaire remonte à 2009 quand ces 4 pulls rouges avaient dû réduire leur activité en raison de la modification des statuts du syndicat dont ils dépendaient. Cette modification qui prévoyait que les moniteurs âgés entre 61 et 65 ans, c'était le cas de ces 4 personnes, elles devaient réduire leurs activités entre les vacances scolaires, donc un gros manque à gagner. C'est la fin d'une longue bataille judiciaire pour ces 4 moniteurs qui ont finalement obtenu gain de cause. Et puis un Haut-Savoyard champion du monde. Oui, une information qui devrait plaire à Manu, notre parapentiste préféré. Julien Irilli, Haut-Savoyard, né à Annecy, vient de remporter le X-Contest. C'est le challenge mondial de distance en parapente biplace sur la foi de relevé GPS validé par la Fédération internationale. Il s'avère que le Haut-Savoyard et son équipière Myrtille ont passé 10 heures en l'air tout cet été, soit 223 km parcourus. Prochain objectif pour l'Annécien, la traversée des Alpes en vol bivouac. On va essayer de l'inviter pour qu'il nous parle de tout ça. L'appel est lancé. Joli. Merci Fanette, on se retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Allez, on passe à la rubrique Actu. Je vous en prie, installez-vous. Laurence Delcroix, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la chargée de communication de l'établissement français du sang, côté Haute-Savoie. Tout à fait. Est-ce qu'on peut rappeler dans un premier temps, déjà, qu'est-ce que l'établissement français du sang, ses missions et ses vocations ? Alors, l'établissement français du sang, c'est l'opérateur unique de la transfusion en France. Donc, c'est l'établissement qui est habilité et autorisé à prélever des produits sanguins en France. Donc, ses missions, c'est prélever des produits, plasma, plaquettes et sang, pour pouvoir subvenir aux besoins des patients, donc qui ont des besoins en transfusion, et en les préparant, en les qualifiant et en les distribuant aux hôpitaux qui donc accueillent les patients et qui ont besoin de transfusion. Alors, on voit souvent passer, nous, dans les rédactions, des communiqués de presse, l'EFS est en manque
de réserve de sang. Il y a des grosses campagnes de mobilisation. Ça continue encore et encore. Oui, alors les campagnes de mobilisation de l'établissement français du sang sont effectivement régulières. Et en fait, on invite vraiment les donneurs à se présenter et à se présenter régulièrement parce qu'en effet, il ne faut pas du tout attendre que l'établissement français du sang fasse un appel parce que lorsqu'on fait un appel, c'est que vraiment nos réserves sont basses. Donc plus on donne son sang régulièrement et moins l'établissement a besoin de faire des appels. Donc on encourage vraiment les donneurs à venir régulièrement, à venir accompagner, pas hésiter à en parler autour de soi parce que c'est aussi comme ça qu'on parle du don du sang. Et c'est facile de venir à plusieurs. Et puis, on a des collectes de sang qui sont organisées tous les jours. Nos établissements sont ouverts tous les jours aussi. Donc, c'est facile de trouver sur la carte des collectes de sang un point de collecte près de chez soi pour venir donner. Donc, c'est vraiment notre message. On a le sentiment que la Haute-Savoie est un département qui manque cruellement de réserves. C'est une idée reçue ou c'est vraiment le cas? Alors non, la Haute-Savoie est un département pour l'établissement qui prélève quand même bien. Hein. C'est un département qui est généreux. On remercie l'ensemble des donneurs et l'ensemble des associations qui nous accompagnent dans ce travail au quotidien pour mobiliser les donneurs. Donc c'est vraiment des donneurs qui donnent, qui sont assez fidèles. Mais effectivement, il y a des périodes qui sont difficiles. Et la Haute-Savoie n'est pas épargnée par ces difficultés en fait, d'approvisionnement. Quand le stock national n'est pas très bon, souvent ça se reporte sur l'ensemble des régions et des départements. Donc on peut être facilement touché par ces réserves basses. Quelles sont les périodes justement dont vous parlez? Alors justement, les périodes, elles étaient un peu faciles à cibler avant. Aujourd'hui, elles sont plutôt très régulière et un peu tout au long de l'année. Donc c'est vraiment une consommation des produits sanguins qui est très importante dans les hôpitaux, avec des donneurs qui se présentent, mais on a vraiment besoin d'une régularité au don. Et c'est vrai que l'été reste toujours une période un peu sensible pour nous. On est les gens partent en vacances. Voilà, on est très en alerte sur cette période-là, mais toutes les autres vacances de l'année finalement. Et réellement, on insiste sur ce côté régularité parce que si les donneurs viennent spontanément et régulièrement, on n'a plus ces difficultés de vacances. D'autant qu'on n'arrête pas d'insister sur le fait que quand on est en vacances, n'importe où, puisqu'il y a des collectes partout. À côté de chez soi, à côté de son lieu de villégiature, on peut toujours trouver un... Absolument, on peut donner partout en France. Donc on n'a pas du tout, à partir du moment où on respecte le délai entre les dons, eh bien on peut donner n'importe où. Donc on peut le faire à tout moment de l'année, quoi. Alors il y a une grosse campagne en Haute-Savoie qui va recommencer là, dans les... Alors là, on va être en effet sur les vacances de Toussaint. Donc là, on invite dès maintenant les donneurs à se présenter pour éviter effectivement de se trouver dans une situation particulière. Et puis, il y a des collectes plutôt événementielles, dont notamment une qui aura lieu ce samedi 13 octobre à Annecy. Donc on sera sur le Paquier. Donc c'est vraiment un endroit qui est connu de tous les Annéciens. Donc voilà, dans le cadre de cette belle opération de la descente des alpages. Donc nous, on est sur cette... Toute la journée. Cette journée, voilà, on va être de 12h à 18h sur le Paquier, donc pas hésiter à venir aussi là à la rencontre de l'EFS et puis nous d'accueillir des nouveaux donneurs. Est-ce que les gens aujourd'hui ont peur de donner leur sang ? Ça reste quelque chose qui fait un peu peur et c'est en effet des idées assez reçues. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal en fonction de comment de chaque personne. Mais par contre, on insiste aussi sur le fait que nos infirmières, c'est leur travail au quotidien et puis qu'il ne faut pas hésiter justement à venir en groupe parce que ça démystifie un peu tout ça. Et puis du coup, c'est un petit peu plus facile quand on est en groupe. Mais effectivement, c'est une piqûre. Une piqûre, c'est une piqûre. Et comment est-ce que vous faites au sein de l'ESF justement pour l'EFS, pour soulager cette peur? Eh bien, les infirmières, elles parlent tout au long du don, elles expliquent ce qu'elles vont faire, et puis les donneurs sont en confiance. Et puis il y a une collation, tout se passe bien. il me semble, juste après. Absolument. Voilà, donc en fait, dans les étapes du don, c'est assez simple. On est accueilli par une secrétaire, on remplit son dossier, on vient, après on rencontre le médecin, on remplit un questionnaire à chaque don. Le médecin va valider l'aptitude au don pour voir si le don... ne pose aucun problème pour le donneur et pour le patient qui va recevoir le produit. Et ensuite, on va voir les infirmières, ça dure une dizaine de minutes. Et ensuite, on passe à l'étape de la collation. Donc c'est très simple et les infirmières sont vraiment là pour accueillir les donneurs, les rassurer et les accompagner tout le long de leur don. Justement, qui est-ce qui peut donner? Qui peut être éligible? Alors, toutes les personnes qui sont en bonne santé et qui ont entre 18 et 71 ans. Donc la fourchette est quand même large et on peut il suffit d'être en bonne santé, donc d'être majeur, de peser de plus de 50 kilos et simplement de se présenter avec une pièce d'identité. À partir de là, effectivement, on remplit un questionnaire qui reprend différentes questions sur les différentes étapes de sa vie pour savoir si on peut donner son sang. Mais en soi, c'est très simple et rapide. Alors, l'établissement français du sang, ce n'est pas uniquement le don du sang. Vous avez également lancé une mobilisation au mois de septembre pour le don de moelle osseuse.
Absolument. Donc, la France est encore assez en retard sur son nombre d'inscriptions sur le registre national des donneurs de moelle osseuse. Donc, effectivement, c'est aussi une des missions de l'établissement français du sang que de recruter et d'inscrire des donneurs sur ce registre. Donc, il faut savoir que pour trouver une compatibilité pour un patient, c'est une chance sur 1 million en dehors d'une fratrie, de trouver un donneur qui peut être compatible pour un don de moelle osseuse. Donc plus on sera nombreux, encore une fois, inscrits sur ce registre, et plus on aura potentiellement de chances de trouver le bon donneur pour le patient. On rappelle ce qu'est la moelle osseuse? Donc la moelle osseuse, c'est la partie qui se trouve, la moelle osseuse, elle génère les cellules sanguines, donc à ne effectivement pas du tout confondre avec la moelle épinière, hein, rien à voir avec la moelle épinière. On ne risque rien quand on vient donner sa moelle osseuse. Donc voilà, elle produit les cellules sanguines qui donc sont nécessaires au fonctionnement du corps. Et lorsqu'il y a effectivement des maladies comme des leucémies, eh bien effectivement la moelle osseuse fonctionne mal. Donc il faut la remplacer par une moelle osseuse qui est saine. Donc c'est ce qu'on fait, on va la prélever et puis on la transfuse aux personnes qui en ont besoin. Concrètement, comment ça s'effectue, un don de moelle osseuse? Alors il y a 2 solutions pour donner sa moelle. Soit on le fait sous la forme d'un prélèvement de cellules souches périphériques. Donc on va les récupérer comme un don de plasma ou don de plaquettes par un don d'aphérèse finalement. Et puis le même système, ou alors par un prélèvement dans les os du bassin. Donc là, qui s'organise à l'hôpital, hein, avec une équipe dont c'est le métier que de prélever cette moelle. Donc il y a ces 2 solutions. Et c'est vraiment le chirurgien qui va traiter son patient, qui va déterminer quel est le meilleur prélèvement pour son patient. Et on rappelle que la moelle osseuse prélevée se reconstitue assez rapidement. Ça se reconstitue très très vite. Donc effectivement, lorsqu'on va donner sa moelle vraiment par les os du bassin dans ce prélèvement, eh bien on a un petit arrêt maladie parce qu'on subit quand même une intervention avec une anesthésie, mais tout se passe très bien et là encore une fois, on est accompagné du début à la fin dans son don. Et il faut savoir quand même que ce registre français, donc tous les donneurs qui s'inscrivent sur le registre français, ce registre il est interrogé de manière internationale. Je veux dire, tous les pays peuvent interroger notre fichier. Et donc, nous, on interroge aussi les fichiers des autres pays pour trouver le donneur compatible. Et effectivement, eh bien, c'est le greffon qui voyage, et ça n'est pas le donneur, qui va au-devant de son patient. Mais le greffon voyage en fonction. Il peut aller assez loin, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment important. Mais ça peut aussi soigner des patients qui sont en France. Dernière chose, pour en revenir aux dons du sang, on a une question sur Internet. Est-ce qu'il y a un groupe sanguin qui est plus demandé que d'autres? Alors, les groupes sanguins sont tous demandés. Donc ça, c'est vraiment très important aussi de dire moi, je suis A+, c'est pas la peine que je donne. Non, au contraire, tous les groupes sont nécessaires puisqu'on va transfuser les patients dans le groupe du patient. Il faut savoir qu'il y a la majorité des donneurs qui sont A+ ou O+ dans la population. Donc forcément, les patients sont aussi tous O+ ou A+. Donc tous les donneurs sont importants de tous les groupes. Merci beaucoup, Laurence Delcroix. Merci. À bientôt. Au revoir. Et bon courage pour la suite. Merci. Allez, on passe à notre rubrique Dans ma bulle avec Vincent Poirier. Je t'en prie, Vincent, installe-toi. Tu es ici chez toi. Alors, Vincent, déjà, félicitations. Parce que j'ai vu ce matin sur Instagram un petit message comme quoi BD Fugue était cité sur le bandeau du tome 6 de Outcast. Oui, Petite fierté. oui. Bah, on fait des chroniques régulièrement et apparemment, ça Chronique pas reconnue. tombé inaperçu. Oui, les éditeurs l'ont vu. Alors, petite sélection hebdomadaire. En tout cas pour cette semaine. Oui. On va commencer avec ça. Oui, Déjà, je tiens juste à dire que c'était très difficile de faire une sélection parce qu'il y a eu des nouveautés incroyables sur cette rentrée littéraire. Mais bon, les rigoles, c'est la merveille, c'est la claque. Rien que la couverture. La couverture, tout en fait. Chaque page, c'est une œuvre d'art. Chaque page, il y a une réinvention graphique, il y a un sens de la couleur, du mouvement, il y a une narration, l'art séquentiel, on appelle la bande dessinée, où on sort effectivement du case à case. Effectivement, là, pour le coup. Non, là, il y a une lumière, il y a quelque chose qui est fabuleux. C'est une histoire, par contre, assez sombre, presque sordide. On va suivre des personnages on imagine un Paris nocturne, en tout cas une capitale d'Europe. On va passer d'un premier personnage qui va nous amener à un suivant, puis encore un suivant, puis on va revenir chacun à leur tour aux personnages qu'on a croisés. Et on les suit dans une nuit un petit peu de débauche quand même. Donc c'est pas une nuit non plus très tranquille. On est plutôt bien dans notre fauteuil aussi pour la suivre, mais c'est en couleur, ça pétille de partout, c'est une merveille, vraiment. L'auteur Brecht Evans, c'est un véritable personnage à lui tout seul.
Euh, oui, je crois. J'ai eu quelques échanges avec lui. On le rencontrera d'ailleurs même très prochainement. Le puisqu'il 18 vient à la octobre. librairie. Jeudi prochain, on y est presque. Moi, je compte les jours. Hein. C'est une folie, effectivement, de recevoir un tel artiste. 4 ans de travail pour cet album. 4 ans qui sont extrêmement récompensés par le plaisir du lecteur. C'est incroyable. Allez, on continue avec un autre style. Mozart à Paris de Franz Duchâteau. Un autre style, mais alors là, j'ai eu ce que j'appelle un choc de lecture. J'en ai pas souvent, je dois lire énormément, évidemment, pour faire mon travail de libraire. Mais Mozart à Paris, je l'ai refermé, je vibrais de partout. J'ai eu vraiment un choc. D'ailleurs, j'ai écrit à l'auteur juste derrière pour lui dire, parce que j'avais besoin d'exprimer ça immédiatement. Mozart à Paris, on va suivre un jeune Mozart avant toute l'effervescence qui va autour de lui. Il commençait déjà à se faire un nom. Un Mozart qui arrive à Paris sous l'égide du père, le père qui était vraiment, même s'il est absent puisqu'il lui restait à Salzbourg, extrêmement présent pour ce fils prodige. Mozart a 22 ans, on est en 1778, on est dans un Paris frémissant, on est avec la haute société, hein, évidemment Mozart est quand même bien introduit au niveau effectivement de la bourgeoisie locale et même pourrait l'être encore un petit peu plus s'il jouait le jeu, mais il n'est pas si joueur que ça. Et en même temps, un Paris qui est 1778, on compte encore un petit peu, on arrive à 1789. Donc on sent quand même que ça monte, ça vibre. Et il y a un travail de Franz Duchâteau, qui est, j'ai envie de dire, presque le spécialiste de la musique en bande dessinée. Il nous a fait beaucoup d'albums essentiellement sur le blues. Un de ces derniers, c'était une autobiographique. Il nous racontait comment, gamin, il avait tout fait pour arriver enfin à ce concert de la Mano Negra, qui était une sorte de but ultime à atteindre. On ne s'attendait pas à avoir Mozart derrière, mais alors c'est époustouflant. Qu'on aime ou pas Mozart d'ailleurs, hein, le problème n'est pas... Oui, c'est pas réservé aux amateurs de Mozart. Non, 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 c'est raconté de manière tellement prodigieuse, pour un prodige, justement, et voilà. Enfin, Est-ce qu'on peut parler de BD biopic? Oui, 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 c'est ce qu'on appelle. Alors, biopic, souvent, c'est quand même plutôt... Sur plus ou moins... Voilà, la biographie plus large. Là, on est sur vraiment son épisode parisien, épisode assez court hein, de sa carrière. Pardon, de sa carrière. Mais oui, oui, bien sûr, à partir du moment où on traite de la vie d'un personnage. Et juste, je me permets de dire, on est très loin du film Amadeus. Amadeus, le film est culte, mais décrivez un Mozart quand même ultra fantasque. Là, on a quand même plus de profondeur. Allez, on enchaîne avec Lacrima Christi, une sorte de Da Vinci Code, mais en mieux. Une sorte de Da Une Vinci saga Code. ésotérique polar. Oui, alors en fait, Lacrima Christi, c'est le 4e volet de la saga du Triangle Secret. Triangle Secret, c'est une série qui va bientôt fêter ses 20 ans en bande dessinée, donc avant le Da Vinci Code. C'est pas issu de ce succès de la littérature, au contraire, c'est les prémices. On est dans de l'ésotérisme, on est au milieu de la franc-maçonnerie, on est 2000 ans d'histoire aussi qui vont nous servir sur cette histoire. Et là, précisément, les larmes du Christ, c'est un alchimiste au XIIIe siècle qui avait conçu les larmes du Christ et qui sont en fait finalement une des pires armes de destruction massive qui puisse exister, qui a été retrouvée à des centaines de mètres de profondeur et qui pourrait mettre en péril l'humanité. Alors ça pourrait s'arrêter là, c'est déjà pas mal, sauf qu'on a une équipée particulièrement douée, ambiance très espionnage, Jack Bauer peut se rhabiller à côté, c'est vraiment incroyablement efficace avec des personnages qui vont essayer d'empêcher le pire. Donc voilà, il y avait Triangle Secret, il y a Inri, il y a Les Gardiens du Sang, désormais il y a Lacrima Christi, c'est le 4e volet du Triangle Secret. Et on note la présence de Denis Falk en Denis dédicace. Falk, le dessinateur, effectivement, qui viendra le 20 octobre, donc c'est samedi de la semaine prochaine. On est très très heureux. Il est très demandé, ça s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires quand même, hein, le Triangle Secret. Donc voilà, on est très heureux d'avoir la chance d'avoir un auteur aussi qualitatif. Et on termine avec Joe Shuster, Un rêve américain. Alors là, ça parle peut-être aux amateurs de comics. Alors oui, mais pas seulement en fait. Hein. C'est l'histoire des créateurs de Superman. On découvre l'histoire des créateurs de Superman. Donc Superman, c'est une icône. Donc en fait, qu'on connaisse véritablement le personnage, c'est pas forcément si important. On connaît en tout cas ce qu'il représente dans l'imaginaire collectif, mais on connaît très mal ses créateurs. Joe Shuster, c'était le dessinateur, celui qui lui a vraiment donné son slip sur le collant déjà, hein. C'est le premier. Et c'est finalement le premier véritable personnage de super-héros des comics américains. C'est lui qui a donné le là pour tous les suivants. On pourrait s'imaginer que c'est un destin, un rêve américain qui s'est déclenché pour ces auteurs. Une success story. Oui, oui, absolument incroyable. Sauf que pas tant que ça. Le contrat qu'ils ont signé au départ les a démunis, dépossédés de leur personnage. Donc dès le départ, avant même de savoir que ça allait connaître ce succès, c'était déjà plus leur personnage. Donc ils ont pu le tenir un certain temps, mais
l'éditeur qui est derrière a pu en faire ce qu'il voulait. C'est un récit qui est assez dramatique finalement aussi, hein, parce que c'est une tranche de vie, là un vrai biopic pour le coup, où on découvre bien sûr le culte mais aussi l'intime. Et on se rend compte que tout n'est pas si facilement lié effectivement entre le succès qu'on imagine et la réalité. C'est arrivé à d'autres auteurs de comics, ce genre de destinée là? Malheureusement, oui, c'est assez vrai en fait. Dans la culture américaine, le comics, l'éditeur est possesseur des personnages et non pas l'auteur. Tandis qu'en France, l'auteur a quand même avant tout la légitimité première pour traiter son personnage. Donc voilà, c'est une culture qui est différente de nous, qui a malheureusement créé des excès, mais qui a aussi fait que le personnage, plusieurs décennies après, existe de manière aussi vivace encore, parce qu'il y a aussi des gens qui sont plutôt malins pour réussir à le faire vivre encore et encore. Merci beaucoup Vincent pour ce Merci point à très toi. complet. On rappelle, donc 2 séances de dédicace la semaine prochaine. Et oui, 3 même en 3. fait. Hein. Je ne t'ai pas tout dit, mais il y en a même 3. Jeudi, vendredi et samedi. Donc jeudi, celui que j'ai présenté en premier, Les Rigoles. Vendredi, on aura Zach Deloupi, qui est presque local. Il est stéphanois pour un album qui s'appelle Pour la peau, gentiment érotique. Et le samedi, on aura donc Denis Falk pour La Crime à Christie. Merci beaucoup. Merci Seb. À très bientôt. Allez, j'accueille à présent ma dernière invitée, Nathalie Roguet. Installez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chargée de communication de l'Office de la culture et de l'animation de Bonneville. C'est ça. Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que l'OCA? J'allais dire, qu'est-ce que c'est Bonneville? Parce que du coup, là, on va parler autre chose que d'Annecy. Alors, l'Office de la culture et de l'animation, c'est tout simplement une association, enfin l'association culturelle, en tout cas, sur la ville de Bonneville, donc en vallée de l'Arve. Et donc, nous, on s'occupe de mettre en place une saison d'activités et de loisirs et aussi une saison de programmation culturelle avec des spectacles et des festivals aussi en rue. Comment s'est passée la rentrée? Je sais que les activités ont repris le 17 septembre. Voilà, c'est ça. Comme toute rentrée, c'était intense et je crois que d'année en année, c'est de plus en plus intense. Mais on accueille beaucoup plus de monde puisqu'on a beaucoup développé aussi nos offres. Donc c'est passé vite en même temps septembre. Alors, le thème de cette rentrée, c'est mieux vaut tard que jamais. Pourquoi avoir choisi ce titre? Alors en fait, chaque année, on choisit un petit peu une petite phrase qui est notre petite direction, en tout cas pour l'année. Alors l'année dernière, on était parti sur Kissy Frotzy Pic. Et puis là, pour finir notre trilogie, on est parti sur mieux vaut tard que jamais parce qu'en fait, finalement, il y a beaucoup d'activités où on n'ose pas trop commencer parce qu'on se dit que c'est trop tard, comme la musique ou les arts créatifs. Et puis finalement, non, en fait, si vous n'êtes toujours pas venu chez nous, il faut venir. Il faut se lancer. Peu importe l'âge. Voilà, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît et toujours intéressant, en tout cas, d'y aller, quoi. Alors, à la base de l'OCA, il y a un projet associatif qui s'articule autour de 3 axes. Oui. On peut dire ça? C'est ça. Vous proposez donc des spectacles, des activités. Oui. On va commencer avec les spectacles. J'ai regardé un petit peu la brochure. Encore une fois, une programmation très très variée Ouais. pour cette saison 2018-2019. Oui. Alors, c'est vrai que nous, on est la seule association, en tout cas dans notre secteur, à proposer ça. On n'a pas la même offre, en tout cas à Annecy. Donc, c'est vrai que nous, notre public est très varié et on développe en tout cas une programmation qui va approcher différents arts. Bien que nous, on essaye de rester quand même sur des spectacles à voir en famille. Peu importe l'âge, c'est un peu ce qu'on nous a aussi demandé, les retours qu'ont les gens. Et c'est vrai qu'on va avoir du cirque, de la musique, de la danse, on va avoir des festivals d'art de rue. Voilà, donc on travaille vraiment sur différents axes, en tout cas, différents genres. C'est ce qui fait que c'est très intéressant, en tout cas, de venir chez nous. Parmi la cinquantaine de représentations prévues, si je vous demande 3 ou 4 à pas louper? Ouais, c'est difficile parce c'est difficile, que forcément, sur les programmes, c'est qu'on les a tous aimés. À ne pas louper, je dirais que prochainement, voilà, dès la semaine prochaine, on accueille une compagnie de danse à Bonneville qui d'habitude fait plutôt des scènes nationales. Voilà. Donc c'est la compagnie Diptyque qui propose vraiment un spectacle de danse très très intense et très énergique qui s'appelle Dans l'engrenage. Et c'est vrai que ce spectacle, il est à pas rater, quoi. Il est vraiment à vivre à 100%. Et donc c'est jeudi prochain. Après, j'ai envie de dire, les rendez-vous à pas manquer, c'est nos 3 humoristes tête d'affiche. Voilà, on va accueillir le comte de Boudherbala, on va accueillir Pierre-Emmanuel Barré et Jarry. Donc ça, c'est nos rendez-vous incontournables, en tout cas, de la saison. Et puis, prochainement, même si on n'a pas très envie de parler de Noël, on a un festival qu'on a développé depuis l'an dernier qui s'appelle le Big Barouf du Père Noël,
où là, on va vraiment investir toute la place, tout le cœur de la ville, avec une scénographie spécifique à Bonneville, vraiment construite sur mesure pour elle, pour cette ville. Et il y a plein de spectacles féeriques, musicaux et plein d'animations gratuites en plus pour la population. Donc ça sera notre prochain gros événement en fin d'année à ne pas rater. Alors je le disais tout à l'heure, donc l'OCA c'est aussi des activités avec là aussi un panel très large, plusieurs nouvelles activités notamment prévues pour cette rentrée. Voilà, donc en fait on a toujours des incontournables comme la danse, le théâtre, des arts créatifs. Et c'est vrai qu'on a réfléchi à une autre structure de notre saison d'activité. Puisqu'en fait, les gens, des fois, ne veulent pas s'engager sur l'année, n'ont pas le temps, n'ont pas envie de payer une certaine somme alors qu'ils ne savent pas s'ils vont vraiment aimer ou pas l'activité. Donc c'est vrai qu'on a développé pas mal d'activités en cycle, en sessions, en stage de 4 sessions, cycle de 10 séances max. Beaucoup de stages. Et on a aussi beaucoup travaillé sur des publics finalement spécifiques aussi. Comme le yoga maternité, des ateliers pour les bébés avec les parents, des activités pour les seniors. Voilà, donc on a développé vraiment beaucoup d'offres, un peu plus spécifiques en tout cas. Vous accordez aussi une large place aux scolaires. Oui, tout à fait. Alors nous, on travaille donc avec la ville de Bonneville sur un parcours d'éducation culturelle et artistique où en fait tous les élèves bonnevillois suivent un parcours entre l'Office de la culture. On a notre programmation aussi dédiée en temps scolaire. On travaille aussi avec la médiathèque, l'Office du tourisme pour en fait proposer à tous ces élèves différents accès à l'art. Alors pour la médiathèque, ça peut être l'art numérique, la littérature. Le patrimoine pour l'Office de tourisme. Et donc nous, on a le côté spectacle vivant où on peut développer aussi avec eux des ateliers avec les compagnies qui viennent justement présenter leur spectacle. Voilà, donc ils ont la chance d'avoir vraiment tout ça à disposition. Donc c'est vraiment chouette en tout cas de travailler avec eux aussi. Merci beaucoup Nathalie Reguet, merci d'avoir fait le point. On vous souhaite évidemment une très très bonne saison 2018-2019. Merci. Plein de public, merci. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est l'heure de retrouver Fanette. Tu vas sortir de derrière le mur. Des méandres de la terre. Alors Fanette, les titres du journal qui seront développés. On va essayer une nouvelle fois de savoir pourquoi le lac d'Annecy est-il aussi bas. Est-ce que c'est un rapport ou non avec la sécheresse? Voilà, la dernière fois au niveau du lac d'Annecy, on avait déjà fait un sujet effectivement il y a 2-3 semaines. On s'était plutôt intéressé aux conséquences. Là, ça s'est encore aggravé. Le lac a encore baissé. On n'avait pas vu ça depuis 70 ans. Et donc là, on a essayé de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi ce phénomène assez impressionnant. Voilà. C'est déjà un bon début. Et puis un reportage sur le financement du futur tram qui passera notamment par Annemasse. Voilà, les premiers rails ont été posés hier lors d'une cérémonie très officielle à Annemasse avec les autorités françaises et suisses. Là, on va s'intéresser effectivement à la question du financement, parce que pour le premier tronçon, c'est bon, le financement est validé. Pour le deuxième tronçon qui monte plutôt vers le Perrier, etc., à côté Annemasse, c'est plus compliqué. Les Suisses avaient dit qu'ils payaient, finalement non. Donc les Genevois essaient de rattraper le coup. Donc voilà, on fera le point avec Victoria. Merci beaucoup Fanette. Tout de suite, c'est l'heure de la pub et on se retrouve donc tout à l'heure pour le journal de la rédaction. À tout de suite.